C'était une erreur. Nous avons été une erreur, mon frère, je le sais maintenant. Je m'en suis rendu compte par moi-même après mes errements. Je le vois dans les yeux des monstres que j'ai créés, aussi sûrement que l'empereur doit le voir dans les nôtres. Il ne s'agit pas de culpabilité. Même les meilleures intentions du monde peuvent mal tourner. Mais ça n'aurait pas dû arriver. Nous n'aurions pas dû exister. L'univers est en train de rectifier la chose de lui-même, de purger l'infection. Comment ai-je pu être aveugle pendant si longtemps? Par orgueil, par arrogance peut-être. Nous avons cru que nous étions meilleurs, plus forts, spéciaux. Oh, Horus ne fait que suivre sa véritable nature. Est-ce que nous avons simplement nié la nôtre? Nous avons été touchés par des forces qui n'ont pas été engendrées par l'empereur. Tu sais cela, mon frère, aussi bien que moi. Aucun bienfait ne peut venir de ceux qui sont nés du mal, peu importe notre cause ou notre détermination. Quand je regarde Kurz, c'est moi que je vois. Et toi, vois-tu Angron dans ton reflet? À quel point le vernis qui nous maintient loyaux, qui nous maintient civilisés, peut-il être fin? N'importe lequel d'entre nous aurait pu franchir cette ligne, sur un coup du sort apparemment. Cette ligne existe-t-elle seulement? Ou bien l'avons-nous simplement tracée devant nous pour flatter notre vanité? Comment l'empereur aurait-il pu créer de tels demi-dieux en recourant uniquement à la science? Des êtres capables d'encaisser des obus de char, des chefs dont le moindre mot ne peut être qu'obéi, des créatures dont les capacités excèdent de loin celles des guerriers tonnerres et des hommes des légions. Pourquoi crois-tu que l'empereur n'a pas tout simplement décidé de réengendrer ses enfants quand il les a perdus? Quel don unique et obscur nous avait-il transmis? J'ai cru longtemps qu'il y avait une justice dans nos actes. Que quoi que je fasse, cela servait toujours l'humanité. Il n'y a plus qu'une seule façon d'aider le genre humain, et notre survie n'en fait pas partie, ô roi des loups. Ce n'est pas notre univers, et ça ne l'a jamais été. On ne peut pas créer des légendes et des mythes dans un laboratoire. Tu parlais souvent de cette notion fenrisienne d'une bonne mort. Si une telle chose existe vraiment, je la voudrais pour moi-même. J'aurais dû l'accepter sur Isvan. Le destin me l'a offerte encore à plusieurs reprises, mais je l'ai refusée à chaque fois. Contre le Kurz, contre l'Orgar, alors que j'aurais pu mettre fin à leur ignominie. Et contre Angron. Combien d'autres en a-t-il massacré depuis que j'ai fui ces haches? Des décisions raisonnables à chaque fois, où les bénéfices et le prix à payer étaient mûrement pesés, mais ce fut toujours une erreur. L'univers ne veut pas de nous. Il n'est pas naturel que j'ai survécu. Des visions envoyées par l'empereur? Moi, je ne crois pas. Quelque chose d'autre a guidé ceux qui sont venus à mon secours, une autre force a poussé mes guerriers à intervenir sur Isvan. Des puissances que nous refusons de servir de notre plein gré parviennent tout de même à nous plier à leurs désirs en manipulant les autres. Je n'étais pas censé survivre à Isvan. Et tout ce que nous avons subi depuis avait pour unique but de corriger cette trajectoire fautive. Ce n'est pas une coïncidence si nous sommes là, à nouveau confrontés au néant. Cette fois, je vais embrasser mon destin. Je vais laisser l'obscurité être purgée. De tout temps, celui qui vit le jour a craint ce qui se cache au cœur des ténèbres insondables de la nuit. Ce n'est pas une peur irrationnelle, mais une simple question de survie élémentaire, car pour arpenter ces sombres domaines,
il faut avoir développé des sens plus affûtés, des instincts plus dangereux, plus primitifs, et être capable de s'y mouvoir sans un bruit pour s'en prendre à ceux incapables de s'y repérer et trop imprudents pour s'y aventurer. En vérité, ces termes sont très réducteurs. Celui qui fait de l'obscurité une alliée ne le fait pas de lui-même. Il est forcé à s'adapter, que ce soit pour échapper à un prédateur ou pour traquer des proies trop dangereuses en plein jour. Peu en réchappent, car ils finissent invariablement par être engloutis dans ce domaine impitoyable. Dans toute la galaxie, un seul être a pu arpenter l'obscurité et devenir ténèbres. Si cette évolution fut avant tout motivée par le besoin de survivre, il est par la suite devenu l'obscurité elle-même. Le Seigneur des Ombres est alors devenu le libérateur, l'aspect de l'empereur capable de se mouvoir sans être vu, le maître de la Ravengard, Corvus Corax. Corax était un être singulier au sein de sa fratrie, car son apparence trahissait l'évolution qu'il avait subie. Sa peau était aussi blanche que de l'albâtre, et ses yeux étaient pareils à des éclats d'obsidienne pure. Sa longue chevelure était semblable à la robe du grand Corvidé qu'il adoptera comme son emblème et dont il portera le nom lorsqu'il fut retrouvé enfant. Lorsque les capsules des enfants primarques furent dispersées, celle de celui qui deviendra Corax traversa un océan de ténèbres immatérielles, passant au travers de non-lieux défiant toute conception pour toute créature du matérium. Au travers de la vitre blindée de sa capsule, l'enfant ouvrira les yeux et sera alors marqué par la source de tout ce qui est dans les ténèbres. Ses yeux devinrent des puits d'obscurité sans fond, et son âme embrassa la nature du monde invisible d'une façon incompréhensible, mais ce fut une union purement symbiotique, contrairement à ses semblables. Celui qui deviendrait Corax a plongé son regard dans l'abîme, et l'abîme l'a observé en retour, puis l'a accueilli comme un parent attendant la venue d'un enfant tant désiré. La capsule de l'enfant primarque émergea dans l'espace réel et s'écrasa à la surface d'une petite lune dans des roches de glace et fut éventrée et tordue par l'impact. Le jeune primarque ne voyait pratiquement rien si ce n'est une fissure à travers la roche qui lui offrait un peu de lumière. L'enfant analysa immédiatement que l'air était respirable et la gravité semblable à un monde où il avait été conçu. Puis il entendit des voix humaines, se rappelant qu'il ne savait comment il comprenait le concept de langage, mais qu'il connaissait 7641 langues, dialectes, idiomes et jargons de tout l'Empire ancien. Il comprit d'instinct que 400 personnes avaient été tuées lors de son arrivée sur la Lune et qu'un laser de forage était à l'œuvre pour l'atteindre. La roche se fendit et la lumière inonda la chambre dans laquelle se trouvait l'enfant qui vit une dizaine d'humains, dont une très jeune fille blonde. Ces travailleurs furent surpris de trouver le jeune primarque, puis un homme avec un fouet apparut à son tour, un superviseur. La jeune fille voulut rejoindre le primarque mais fut agrippée par les cheveux violemment par le superviseur. L'enfant primarque décida de ne pas aimer cet homme et s'avança vers lui, évitant ses tentatives de l'attraper avant de lui briser sans peine un poignet. Furieux, le superviseur fouetta le primarque qui se saisit au vol du fouet avant de tirer et faire tomber son agresseur, créant un sentiment d'espoir dans les yeux des mineurs. Voyant la joie de la petite fille, l'enfant primarque lui demanda son nom, apprenant qu'elle s'appelait Nasturi Euphrenia. Voulant lui faire plaisir, le jeune primarque lui offrit un doux et beau cadeau. Il attrapa la tête casquée du garde, tourna et tira un coup sec, la lui arrachant avant de l'offrir à la jeune fille qui se mit à rire alors même que les adultes paniqués criaient. Là, le primarque vit son reflet dans la visière du casque de la tête arrachée
et comprit la raison de la peur qu'il avait provoquée, voyant le sang aspergeant sa peau d'un blanc de neige, son visage encadré d'une tignasse couleur de charbon, et ses yeux d'un noir total, plus sombre que la nuit elle-même. Lorsque la jeune fille lui demanda son nom, il répondit instinctivement qu'il était le numéro 19. Baptisé Corvus, le primarque apprit alors qu'il se trouvait sur une mine-prison riche en minerais située sur une lune désolée, Lycaeus. Cette lune orbitant autour de Kiavar, une planète technologiquement avancée et peuplée d'exilés et de prisonniers politiques envoyés dans cet enfer. Si à l'origine les criminels étaient condamnés, la découverte des minerais fit que de plus en plus de gens furent envoyés sur la lune carcérale comme esclaves, et pour des raisons plus que discutables, leurs enfants étaient condamnés eux aussi à vivre dans cette prison. Ils étaient condamnés aux travaux forcés et dirigés d'une main de fer par des gardiens violents et sans scrupules qui les exploitaient pour alimenter en ressources les techno-guildes qui dirigeaient Kiavar. Le jeune primarque comprenait parfaitement l'idée d'exploiter et de punir les criminels, mais était révolté par le fait que des familles entières étaient condamnées. Corvus fut élevé par les prisonniers qui le cachèrent des gardiens et fut déplacé de bloc carcéral en bloc carcéral. Il apprit qu'il ne devait jamais se faire trouver, quitte à tuer s'il le fallait. Il se fit aussi de nombreux amis et eut des mentors, des dissidents hostiles au système qui avaient été emprisonnés et qui s'étaient portés volontaires pour apprendre à l'étrange garçon ce qu'il savait à propos des gens, de la politique et de l'histoire. Le premier était Manrus Colsaïs, qui lui apprit qu'une petite minorité de membres des techno-guildes profitait des richesses issues du labeur des esclaves. Mais l'homme ayant eu au fait d'épuiser ses propres réserves de sagesse concernant la condition humaine. Un autre mentor fut un homme du nom de Rekoi, qui lui apprit l'histoire de Kiavar et de son peuple, et son exploitation historique par les élites, tout en lui apprenant comme morale qu'on ne devait tuer un homme que si cela était juste et avait un sens. C'est lors d'une de ses leçons avec Rekoi dans sa cellule, 2 ans après son arrivée sur Lycaeus, qu'une inspection surprise eut lieu. Rekoi cacha Corvus sous une dalle de sa prison, dans un espace étriqué creusé dans le lit de roche sous le bloc carcéral. Le primarque voulut tuer les 6 gardes qui arrivaient, lassés de se cacher, mais Rekoi lui assura que son heure viendrait un autre jour. Mais un gardien un petit peu trop curieux souleva la dalle et ne vit rien, malgré le fait que Corvus Corax se trouvait juste en face de lui. Rekoi resta après cet incident étonné devant le jeune primarque qui ne comprenait pas lui-même ce prodige. Les possibilités traversèrent en un éclair l'esprit de Corvus, songeant combien il serait fabuleux de pouvoir arpenter les différentes ailes de la prison sans être inquiété, se déplacer d'un bâtiment à l'autre sans jamais être remarqué par les gardes. Peu à peu, un plan pour sauver son peuple d'adoption se mit en place dans l'esprit du primarque. Grâce à ce don, Corvus passa 1 an supplémentaire à planifier la première phase de son plan, voyageant loin sur tout Lycaeus, invisible aux yeux des gardiens. Il observa les forces en face de lui, apprit par cœur chaque étage des installations où plusieurs millions de captifs étaient enfermés, avait établi des cellules de communication dans chaque aile et chaque tour, et conçut un système de boîte aux lettres afin que des messages puissent être transmis entre les groupes lors des changements d'équipe de travail. Corvus surveilla et nota les actions des gardes lorsque plusieurs incidents de petite ampleur avaient été orchestrés, comme une bagarre ici, un sit-in de protestation par là. Il avait d'une façon quelque peu téméraire assisté à des briefings de sécurité sans être remarqué et écouté les vice-commandants donner le détail des patrouilles et du calendrier des inspections. Armé de ces informations, il avait mis au point des circuits de contrebande et des caches là où les circuits de fouille ne passeraient pas. Chaque minuscule insurrection avait été soigneusement minutée afin de ne pas éveiller les soupçons.
L'une des étapes de son plan rassembla 20 prisonniers avec des armes improvisées, soigneusement escamotées lors des changements d'équipe. L'objectif était de s'introduire dans l'armurerie et de ramasser des munitions, profitant de l'absence de garde attirés loin de leur bloc par une émeute préparée par le Primarque. Le vol des munitions par l'équipe qu'il envoya ne devait être découverte que d'ici 10 jours, car il avait vérifié le matin même avec cette opération le manifeste des dates d'inspection. Quand sa révolution éclaterait, quelques jours sanglants suffiraient ainsi à balayer les gardes. Se trouvait dans son groupe lors de cette mission téméraire un jeune adolescent qui allait plus tard accompagner Corvus dans toute la Grande Croisade en tant que Space Marines, Agapito Neve. La jeune Euphrenia, devenue une messagère à l'esprit vif entre les différentes cellules de Corvus et rompue à l'usage des conduites d'entretien pour échapper aux piquets de sentinelles, lui apprit qu'un incendie dans un autre étage avait démarré comme prévu. Les 20 compagnons du Primarque prirent l'ascenseur pour rejoindre l'arsenal, tandis que Corvus resta seul, apercevant des gardes dans le couloir où il se trouvait invisible à leur sens. Mais un caporal avait repéré de minuscules taches d'huile projetées sur un mur lavé à la chaux, révélant la présence de ses compagnons ayant utilisé des outils pour ouvrir l'ascenseur. Corvus allait presque les tuer depuis les ombres lorsque le caporal annonça que l'équipe de nettoyage devrait être sanctionnée. Le Primarque, soulagé, les épargna, conscient que la révolte générale allait sonner sous peu. 40 jours après cette mission, le soulèvement général de Lycaeus débuta. Avec les prisonniers armés et organisés, Corvus, désormais appelé par son peuple adoptif Corax, ce qui signifiait sauveur, ordonna l'assaut contre les gardes. Le Primarque, armé d'un fusil et d'un couteau, en fait une épée d'un colonel mais qui semblait n'être qu'une petite lame dans sa main, mena son peuple vers la libération contre l'oppression et la tyrannie malgré de lourdes pertes. Il s'empara avec son groupe de combat composé notamment d'Agapito et de son frère Bran Neve, lui aussi futur Space Marine, des garages où étaient rangés les véhicules fermés pour partir au dehors et traverser l'atmosphère irrespirable des désolations de la Lune. Car l'avantage stratégique de se retrouver libéré des confins de la prison avait fait de ce bâtiment l'une des priorités de Corvus Corax. Grâce à sa préparation et son avantage stratégique, Corax s'empara de la tour principale qui resta lourdement endommagée suite au combat. Lycaeus fut libéré du joug de l'oppression, les prisonniers exploités depuis des générations goûtant enfin à la liberté. Après des siècles de répression, aucune pitié ne fut accordée à ceux qui avaient oppressé et exécuté les esclaves. Surprise par la chute de Lycaeus, les technoguildes envoyèrent des troupes écraser la rébellion, mais la guerre fut courte et meurtrière. Conscient que Kiavar disposait de milliers d'autres troupes à envoyer et n'ayant que faire des pertes, Corax prit une des décisions les plus terribles de sa vie. Sachant que son peuple n'avait pas les effectifs nécessaires pour tenir, il fixa l'orbe de Kiavar par la large fenêtre du mess des officiers gardiens, entouré de ses lieutenants Natian, Rakoi, Euphrenia et les 2 frères Bran et Agapito qui se disputaient de la solution radicale à prendre ou pas. Utiliser le couloir gravitationnel reliant la Lune et la planète pour larguer des charges atomiques afin de mettre fin à la guerre par la terreur. Corvus Corax refusa de tuer des millions d'innocents qui trimaient sur Kiavar, comme eux le faisaient sur Lycaeus. Mais Euphrenia encouragea le Primarque à commettre cet acte afin de mettre fin au plus vite au conflit, faire plier les technoguildes et enfin offrir la liberté à tous pour les générations futures. Corax, soupirant, ordonna à contre-cœur aux navettes portant les charges atomiques de décoller, puis à Bran d'aller à la transmission principale afin qu'il transmette de sa part un message généralisé sur tous les canaux des guildes quand les charges exploseront. Après tous ces siècles d'oppression, il restait 1320 charges atomiques qui avaient été stockées sur Lycaeus. Il n'en utilisera que 5. Ce fut finalement fait.
Kiavar capitula suite au bombardement qui détruisit de vastes portions du paysage industriel de la planète, et Corax avait libéré Lycaeus. Pour fêter la victoire, Lycaeus fut rebaptisé par les prisonniers, devenant connu de tous sous le nom de Délivrance, un nom qui traversera les millénaires. La célèbre tour noire qui dominait Lycaeus, une flèche d'1 kilomètre de haut au centre des usines et citadelle principale des gardes de Kiavar, deviendra la nouvelle forteresse de Corax et sera rebaptisée le Pic du Corbeau. Le primarque ordonna que l'enchevêtrement d'ailes carcérales et de corps de garde reste comme tel, à l'abandon. De même, les rafistolages de litho-béton et les plaques de métal qui couvraient les édifices comme un patchwork, tandis que d'autres zones étaient explosées et calcinées, avaient été laissées ouvertes sur le vide de l'espace. La colonie lunaire conserva ses cicatrices à la mémoire de tous ceux tombés pour libérer l'implantation lunaire des tyrans et des oppresseurs de la planète en dessous d'elle. Tant que de telles affectations ne compromettaient pas la sécurité de la structure, évidemment. Victorieux, les fidèles de Corax occupèrent les stations du mieux qu'ils le pouvaient, mais les équipements fonctionnaient à peine, et la plupart grâce à des tâtonnements plutôt qu'un véritable entraînement. Le primarque regarda Kiavar au loin, sachant que la planète était plongée en plein désarroi et que les guildes étaient brisées, se mettant à se battre entre elles, en confrontant les unes aux autres les forces de leur cité-usine. Certaines avaient appelé à une trêve, redoutant de nouveaux bombardements atomiques depuis l'orbite. Corvus avait ignoré leurs suppliques, se moquant de leur situation qu'ils considéraient comme bien méritée. Puis, ce fut à cet instant que les scanners captèrent un objet qui se dirigeait vers le dock principal, un appareil qui s'approchait pour atterrir. Le primarque pensa qu'il s'agissait d'une mission diplomatique envoyée depuis Kiavar à bord d'une simple navette, ce qui n'était pas une menace en soi. Lorsque l'appareil arriva dans l'ancienne prison, Corax envoya une compagnie accueillir les passagers. Une fois la navette posée, une porte s'ouvrit au flanc de la navette, sous l'aile droite, directement face à Corvus Corax qui attendait. Une lumière s'en déversa alors qu'une planche de descente commençait à s'étendre depuis l'appareil, puis une ombre apparut dans cette lumière et attendit un moment dans le cadre de la porte avant d'en émerger. Un murmure se répandit parmi les hommes du primarque, semblant être frappés de surprise et de fascination. Leurs armes grelottèrent dans leurs mains tremblantes, et certaines tombèrent quand plusieurs des soldats les lâchèrent tout bonnement. Sans y avoir été invités, les compagnies de la libération du primarque s'abaissèrent, détournèrent leurs armes et inclinèrent la tête. Certains se prosternant à plat ventre, en murmurant avec ferveur, les yeux baignés de larmes et une expression de joie gravée sur leur visage devant la majesté de l'homme qui descendait de l'appareil. Surpris de cette attitude, Corvus dirigea son attention vers cet individu en train de descendre la rampe et qui lui semblait n'avoir rien de remarquable, car de taille moyenne, des cheveux sombres, une peau modérément hâlée, une carrure n'étant ni large ni frêle, mais des proportions normales, légèrement plus étoffées que celles des hommes mal nourris qui se prosternaient devant lui. Cet homme était habillé d'une robe de lin blanc, dénuée de tout ornement à l'exception d'un collier d'or auquel pendait un médaillon façonné en forme d'aigle aux ailes étendues, un éclair entre ses serres. Les yeux de cet homme étaient aussi indistincts que le reste de sa personne, ni bleu, ni vert, ni gris, ni brun, mais un mélange moucheté de toutes ces couleurs. Il y avait pourtant dans ses yeux quelque chose que Corvus sentait lui parler, le toucher à l'intérieur de son être. Il s'y lisait de la bonté et de la sagesse et un très grand âge, tout aussi déconcertant qui invitait à l'humilité. Et au même instant où Corvus voyait cela, il lui sembla assister à la venue d'un demi-dieu, nimbé de lumière d'or et vêtu d'atours blancs brûlant de leur propre lumière. Il voyait un visage sévère serti en guise dieu de 2 orbes dorés, perçants par leur intensité qui le sondaient jusqu'au tréfonds de son être. Cet étranger dominait de toute sa hauteur les hommes agenouillés, portés en avant par un tapis de flammes ondulantes.
Corvus Corax ne parvint finalement plus à lutter contre cette séduction, et il vit le nouvel arrivant comme ses hommes le voyaient, et fut empli du désir écrasant de jurer obéissance à cet inconnu. Corvus demanda à cet homme fabuleux qui il était. L'empereur de l'humanité se présenta comme son créateur. Corax se vit interrogé par l'empereur sur la nature de cette prison, lui apprenant que c'était Lycaeus, rebaptisé Délivrance, ce que l'empereur approuva. Le primarque emmena son créateur jusqu'à ses quartiers, une ancienne station de garde à mi-hauteur de la Tour Noire. Corvus alla chercher de quoi nourrir et désaltérer l'empereur, tout en étant embarrassé du maigre accueil qu'il pouvait lui offrir. L'empereur balaya ses inquiétudes en s'asseyant sur la banquette dure dont le commandant massif des rebelles se servait de siège. Il demanda à Corax s'il le reconnaissait, le primarque répondant l'avoir vu en rêve. Corax fut questionné par son créateur sur les événements autour de Délivrance et de Kiavar, le primarque lui racontant alors toute sa jeunesse, l'histoire de ce système stellaire et ses années de résistance. L'empereur l'écouta en silence, n'émettant en vérité aucun jugement d'aucune sorte, ni condamnation, ni ratification des actes commis par le primarque, hochant de temps en temps la tête en signe d'assimilation davantage que par approbation, tout en lui posant parfois des questions d'une pertinence exceptionnelle à propos de détails très infimes, souhaitant tout absorber de l'existence et de l'expérience de Corvus Corax. Une fois terminé, Corax demanda à l'empereur comment il était arrivé sur Lycaeus, ce qui assombrit l'humeur de son créateur, qui prit une gorgée du verre d'eau que Corvus lui avait offert des heures plus tôt. L'empereur lui parla alors du Warp et des créatures qui l'habitaient, responsables de l'avoir enlevé à lui ainsi que ses frères. Lorsqu'il apprit qu'il avait des frères, Corax connut la joie à l'idée d'avoir des êtres comme lui dans cet univers. Puis il écouta attentivement l'empereur lui parler de l'existence d'étranges puissances du Warp qui avaient projeté les primarques au travers de la galaxie sur des courants surnaturels et qu'il avait vu ce qui était arrivé à Corax, apprenant toute sa vie dès l'instant où il avait posé les yeux sur lui, le murmure de qui il était, celui d'un être magnifique ayant mené une rébellion. Corax se vit prophétiser qu'il était destiné à être un commandant suprême dont les facultés intellectuelles et physiques n'avaient pas d'égal parmi la masse du genre humain, qu'il l'avait conçu pour être un fils et un lieutenant dans la Grande Croisade. Enfin, il apprit l'existence de fils génétiques qui l'attendaient, des Space Marines portant son héritage génétique. Sans un mot de plus, Corvus Corax se mit à genoux et jura fidélité à l'empereur qui l'accepta en le proclamant maître de la Ravengard, la 19e légionesse Astartes. Enfin, Corax se vit demander quelles étaient ses intentions pour Délivrance, le primarque répondant qu'il voulait ramener la paix, à la fois sur la planète et sur sa lune, et soigner les blessures du passé avec l'aide du maître de l'humanité. L'empereur souligna que la paix était le plus difficile à atteindre des objectifs, que la victoire, la cessation de la guerre, la démilitarisation de leurs adversaires pouvaient être obtenues par la force des armes et la persévérance, mais que la paix était une créature bien différente. Corvus hocha lentement la tête, puis la conversation se développa sur les blessures que lui et ceux qui le suivaient avaient infligées à ce monde, et de la paix qu'il voudrait y amener avec son aide. Au cours de la Grande Croisade, Corax et sa légion obtinrent certaines des victoires les plus fulgurantes de cette période. Le seigneur Corbeau employa à bon escient ce qu'il avait appris de sa jeunesse de résistance armée et d'infiltration. Des planètes réputées imprenables tombèrent suite aux interventions de la Ravengard. Les assassinats, les opérations secrètes à l'arrière des lignes ennemies et les sabotages devinrent la marque de fabrique de la Légion de Corax. Et dans ces domaines, aucun autre ne le surpassait. Corax devint un maître dans l'art de déceler les faiblesses des structures militaires d'une planète
et d'intervenir en force à ces endroits mêmes, mettant constamment sous pression les troupes ennemies. Ces méthodes requéraient rarement la totalité des forces de la Légion, mais lorsque cela était nécessaire, le primarque n'hésitait pas à envoyer tous ses guerriers au combat. Corax et ses guerriers acquirent une terrifiante réputation, au point qu'Horus utilisera les talents du Seigneur Corbeau dans les batailles, ce qui lui offrira certaines de ses plus éclatantes victoires. À la tête de sa légion, Corax avait mis en conformité impériale un monde qui allait marquer à jamais l'histoire galactique, Istvan III. Situé dans la partie nord de l'Ultima Segmentum, loin du cœur du pouvoir de l'Imperium, le système d'Istvan possédait 2 mondes ouverts à la vie avec une colonie humaine présente depuis la longue nuit et épargnée par les horreurs de l'ère des luttes grâce à son isolement. Société développée, industrialisée et populeuse, Corax se vit ordonné par l'Imperium d'annexer ce système. Il se retrouva face à une culture autochtone ancienne se caractérisant par un important mysticisme local et par la pratique religieuse, expliquant notamment le rejet des Isvaniens d'intégrer l'Imperium sécularisé. Ordre lui fut donné par le Conseil de guerre de ne pas avoir recours à une force écrasante afin d'éviter des dommages collatéraux excessifs qui gâcheraient cette précieuse conquête pour la Grande Croisade. La légion de Corax spécialisée dans les frappes chirurgicales et précises était donc l'outil parfait. Les croiseurs d'attaque de Corax attaquèrent sans prévenir en pleine nuit, détruisant méthodiquement l'infrastructure militaire limitée d'Istvan III et en envahissant ses sièges de gouvernement. Le lendemain, dans la capitale d'Istvan III, la cité ruche de Krivanak ou la cité Corale, le Sénat planétaire qui avait régné sur Istvan III n'était plus qu'une ruine suite au bombardement de la Ravengard, et ceux qui avaient rejeté la vérité impériale étaient morts ou prisonniers. Choqués et apeurés devant la puissance de la légion du Seigneur Corbeau, les Isvaniens capitulèrent. Corax reçut la capitulation des Isvaniens dans la vallée de Redart, entouré de 800 bannières qui battaient et claquaient dans le vent fort, arborant les insignes des compagnies de sa légion et accompagné de la cohorte Therion et des immenses titans des légios Victorum et Adamantus. Les 500 hommes de la délégation des Isvaniens s'agenouillèrent devant Corax qui leur fit signe de se lever, les déclarant hommes de l'Imperium et les félicitant d'intégrer le domaine de l'empereur, et que leur monde se soit arraché des ténèbres de la superstition et de la division pour rejoindre la lumière de la limpidité et de l'unité. Lorsque les agents pour la mise en conformité et d'intégration impériale arrivèrent, Corax put partir avec sa légion, victorieux. Il reviendra dans le système d'Istvan 15 ans plus tard et y connaîtra un désastre. La Grande Croisade se stoppa brutalement lorsque Horus, maître de guerre de l'Imperium, premier des primarques et fils favori de l'empereur, fut corrompu par les dieux du chaos sur la lune de Davin, préparant une rébellion qui allait mettre fin au rêve de l'empereur et plonger la galaxie dans les ténèbres pour des millénaires. Pour Corvus Corax, ce sera aussi la fin de son rêve radieux pour l'humanité, mais aussi de justice et de progrès, et marquera son âme à jamais par la destruction de sa légion sur la planète d'Istvan V. Corax et la Ravengard débarquèrent sur Istvan V avec la Légion au gros complet suite à un largage massif des modules d'atterrissage au-dessus de la dépression d'Urgal. Les forces combinées des 3 légions loyalistes fendirent les airs pour exercer leur vengeance sur leurs frères de jadis. Les combats furent terribles. Les primarques renégats Angron, Mortarion et Fulgrim menant les Astartes des 4 légions renégates contre les loyalistes. Corax se battait comme un oiseau de proie, traversant l'air porté par les grandes ailes de ses réacteurs dorsaux et tuant à chacun de ses puissants coups de serre. Mais soudainement les traîtres se replièrent vers la forteresse du maître de guerre, ce qui fit croire à Ferrus Manus que la victoire lui ouvrait les bras, ordonnant de continuer d'avancer malgré les pertes épouvantables.
Mais le seigneur Corbeau contacta par Vox la Gorgone, le suppliant d'arrêter d'avancer. La victoire étant à ses yeux déjà acquise, mais que sa légion était à présent trop affaiblie pour continuer. Mais Ferrus Manus refusa d'écouter et continua d'avancer tandis que Corax en compagnie de Vulcan se repliait déjà vers le site d'atterrissage. Là, les 4 légions de la seconde vague arrivèrent enfin, se positionnant à l'arrière de la Ravengard, des Salamanders et des Ironhands. La légion de Corax avait la légion des Worldbearers sur son arrière et appelait les fils de Lorgar à venir l'aider. Mais la trahison suprême frappa. Les Worldbearers, les Iron Warriors, l'Alpha Légion et les Night Lords levèrent leurs armes contre les 3 légions et commencèrent à les massacrer, révélant leur allégeance envers Horus, tandis que les 4 légions renégates du début de la bataille mirent fin à leur retraite feinte, revenant se battre contre les loyalistes soudainement encerclés. La Ravengard fut pulvérisée en faisant face aux Worldbearers possédés par des démons, baptisés le Galvorbak, qui trucidèrent les fils de Corax encore sous le choc. Comprenant rapidement la nature du piège impitoyable qui l'encerclait sur le site d'atterrissage, Corax ordonna une extraction généralisée de sa légion. Les stratégies guerrières de la Ravengard, axées sur les manœuvres rapides et les retraites feintes, firent une différence significative et les protocoles pratiqués de longue date par la 19e Légion permirent de mettre en place un plan de retrait rapide et efficace malgré les ravages subis. Nous sommes l'ombre qui tue, la mort cachée que personne ne suspecte. Les coordonnées de rendez-vous de combat et de dispersion d'urgence ont été codées par Corax à travers le réseau de commandement de la Légion, à l'aide de phrases et d'expressions idiomatiques remontant à l'insurrection de Lycaeus. Corax soupçonna à juste titre que le réseau de commandement et de contrôle de sa Légion était compressé, et ce seul fait sauverait à lui seul de nombreuses vies parmi ses légionnaires. Le primarque de la Ravengard, ulcéré par cette trahison, fonça vers les guerriers de Lorgar, les plumes aiguisées et vibrantes des ailes fixées à son pactage, tranchant les Space Marines renégats qui s'effondrèrent par poignées, tronçonnés en paquets de chair et d'armure. Les griffes de Corax s'y joignirent, déchirant les Worldbearers assez malchanceux pour s'être trouvés à proximité de son point de chute. Une fois qu'il fut en mouvement, Corax ne ralentit plus. Il devint un flou d'armures charbonneuses et de lames, lacérant, labourant, cisaillant, démembrant sans effort, mutilant du moindre de ses gestes, massacrant avec une finesse paraissant en contradiction avec sa férocité. Les décharges de canons laser se mirent à pleuvoir vers le primarque alors que les Iron Warriors orientaient leurs tourelles sur la plus grave menace à leur portée. Les Worldbearers pris sous le filet de tir tombèrent sectionnés en deux, aussi sûrement que ceux morts des griffes de Corax. Pour autant, les rayons ne faisaient qu'érafler l'armure du primarque sans jamais parvenir à le toucher de plein fouet, y laissant des balafres calcinés sans qu'aucune ne le pénétrât. Le Galvorbak fut appelé à l'aide par les Worldbearers sous le choc de l'assaut de Corax. Le premier à atteindre Corax fut massacré par le primarque qui ne prit même pas la peine de lui faire face, calciné par ses réacteurs dorsaux avant que le passage des ailes lui scinde le torse en deux et que Corax s'oriente vers d'autres ennemis. Les Worldbearers en armure rouge bondirent à l'assaut et frappèrent le primarque, mais lui firent aussi peu de mal que précédemment leur frère en gris. Corax s'était en réalité positionné là où les combats étaient les plus intenses, afin que les traîtres concentrent leurs tirs sur lui pour offrir à ses fils génétiques une voie de sortie jusqu'aux appareils de la Légion. En parallèle, le primarque Lorgar Aurelian vit au loin le massacre de ses Astartes et Corax qui nageait au milieu du Galvorbak, déchiquetant les guerriers écarlates. Le Risen décida alors d'intervenir personnellement, se traçant une voie sanglante au milieu de la Ravengard agonisante. Corax se retrouva face à Lorgar, un frère avec qui il avait à peine parlé en 2 siècles d'existence et qui hurlait son nom en étant ailé et auréolé de traînées évanescentes de feu psychique. Corax y répondit par son propre piaillement,
le cri du trahi répondant à l'appel du traître. Il se jeta sur Lorgar, le corbeau et l'hérétique dans un choc de griffes et de Crozius. Corvus Corax était un guerrier, un seigneur de la guerre indomptable à l'inverse de son frère. Et dès le premier instant où leurs armes se rencontrèrent, le seigneur Corbeau se battit pour tuer, tandis que Lorgar luttait pour rester en vie. Le combat se livrait trop vite pour que des yeux mortels puissent le suivre, les deux primarques poussant les capacités de l'autre au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Corax échappait au Crozius sans avoir dû parer une seule fois et se jetait de côté, reculait hors d'atteinte, ou enclenchait ses réacteurs dorsaux avec juste assez de force pour le soulever au-dessus des coups appuyés de l'Urizen. Les griffes de Corax atteignirent le visage de l'Urizen et il le lacéra, noircissant sa peau dorée et tranchant dans les muscles de ses joues. La lumière psychique qui les enveloppait tous deux s'intensifia en réponse à la douleur de Lorgar, ce qui força Corax à reculer et offrit à Lorgar une occasion. Mais le seigneur Corbeau s'éleva dans les airs et une de ses griffes parvint enfin à s'enfoncer dans le ventre du primarque des Worldbearers. Il éleva vers le haut l'Urizen tout en lui cisaillant à travers le corps. Lorgar perdit son arme et porta ses deux mains à la gorge de Corax, alors même qu'il scindait le primarque félon en deux. Corax eut le front écrasé par Lorgar et le nez brisé, mais le seigneur Corbeau ne daigna pas une seule seconde y accorder une quelconque attention, alors même qu'un deuxième, un troisième et un quatrième coup de tête broyaient ses traits délicats. Finalement, lassé, Corax libéra ses griffes du corps de Lorgar, qui avait subi de terribles dommages. Corax se posa face à l'Urizen, qui était à genoux et brisé. Corvus Corax leva ses griffes pour pourfendre Lorgar, mais ce dernier fut sauvé in extremis par Conrad Kurz, qui bloqua de sa propre griffe le cou de Corax. Kurz sourit à Corax tandis que le saumon gantelet du Night Hunter se referma sur son poignet afin de l'empêcher de s'envoler. Mais le primarque Corbeau parvint à se libérer de l'étreinte du primarque des Night Lords et s'échappa. Corvus retourna au combat mais avait perdu une de ses griffes éclairs lors de son face-à-face avec Kurz. Il déchaîna l'autre griffe, frappant à chaque coup un légionnaire ennemi, le réduisant en lambeaux avant de jeter des viscères fumantes sur les sables noirs de la planète. Et quand il s'envola dans le ciel avec ses réacteurs dorsaux, il redescendait immédiatement pour faucher des dizaines de traîtres et sauver des poches de loyalistes isolés et encerclés tombant comme un éclair sur leurs attaquants et leur permettant de quitter le lieu du massacre. Corax se battait exclusivement pour offrir le temps à ses fils de se sortir de cet enfer. Un certain nombre de Ravengard parvenant à se désengager du piège des renégats et utilisant le chaos général pour identifier les routes d'extraction et les points de rassemblement dans les désolations au-delà de la dépression d'Urgal. Moins d'une heure après le début du grand massacre, les Ravengard survivants s'étaient échappés. Vulcan avait disparu, et Ferrus Manus périssait face à Fulgrim, qui le décapita de son épée démoniaque. Corax se retrouva seul, entouré de plusieurs milliers de traîtres au centre du champ de bataille du site d'atterrissage, menacé d'être submergé par le poids du nombre. Avec des hordes de traîtres qui se rapprochaient de Corax, un Thunderhawk de la Ravengard surgit du ciel dirigé par le capitaine Alvarex Maune. Le Thunderhawk parvint à sécuriser une zone d'atterrissage près du primarque qui monta à bord. Il resta à la rampe d'assaut ouverte, regardant et maudissant les innombrables hordes renégates. Mais un feu nourri se concentra contre le Thunderhawk qui eut la coque déchiquetée, une aile arrachée et le cockpit pulvérisé. Alvarex manœuvra pour que le crash catastrophique se transforme en un atterrissage contrôlé. Corax avait survécu, et avec Alvarex, il rejoignit les restes de sa légion qui se cachaient des traîtres. Corvus Corax et ses fils survivants se réfugièrent dans les ombres, traqués comme des bêtes par les traîtres, alors que les Résidorus se propageaient comme un feu de broussailles dans l'ensemble de l'Imperium.
La Ravengard s'enfonça de plus en plus profondément dans la terre brisée au-delà des collines d'Urgal, une vaste région de fissures appelée les failles d'Ilium. Au crépuscule de ce deuxième jour, peu de choses étaient connues sur le sort des Ironens et des Salamanders. Mais Corax arpenta les limites extérieures des failles, son regard sombre, ses humeurs oscillant violemment entre la froideur et la mélancolie. À plusieurs reprises, il conduisit des guerriers qu'il avait sélectionnés dans les collines à la recherche d'autres survivants de la Ravengard ou de tout autre membre des forces loyalistes qui auraient pu survivre, le tout sous un ciel révélant la chute de débris des vaisseaux loyalistes détruits en orbite de la planète. Il revint plusieurs fois avec des légionnaires de la Ravengard qu'il avait croisés dans les collines, reconstituant peu à peu des forces en une guérilla dont le but serait ni plus ni moins que la survie. Bien vite, les traîtres envoyèrent des transporteurs à la surface afin de récupérer leurs troupes et les ramener en orbite afin de se propager dans tout l'Imperium pour mener les conquêtes d'Horus. Les espions que Corax envoya lui apprirent que chaque légion renégate partait, mais que chacune semblait laisser derrière elle un noyau de guerriers dont il ne pouvait déterminer la raison. La seule légion qui restait avec la pleine force de ses effectifs était les World Eaters, avec à leur tête le primarque Angron. Les World Eaters parcouraient les collines et les désolations afin d'achever les derniers survivants. Le Seigneur Corbeau et la Ravengard utilisèrent les doctrines de combat et les tactiques de campagne de guérilla pour survivre. Corax lança une série d'attaques de diversion astucieusement conçues afin d'attirer les traîtres loin des gorges des failles d'Ilium dans lesquelles la Ravengard s'était réfugiée, les appâtant dans les montagnes et les déserts au nord et au sud de la dépression d'Urgal. Au cours de ces actions, des escouades de la Ravengard s'éloignèrent, revenant parfois avec plus de survivants, tandis que les traîtres les pourchassaient comme des animaux lors d'une partie de chasse. Vers le 20e jour après le massacre du site d'atterrissage, la lutte de Corax et de ses fils pour la survie entra dans une nouvelle phase douloureuse, car les traîtres avaient compris qu'une force importante de la Ravengard avait survécu, et ils tentèrent à plusieurs reprises de les forcer à combattre. Corax ne pouvait cependant pas se laisser entraîner dans une confrontation ouverte, car ses forces n'avaient aucune chance de gagner. Au lieu de cela, il exécuta une série d'attaques conçues pour détourner et perturber les opérations de l'ennemi et contester sa domination sur les désolations entourant la dépression d'Urgal. Vers le 40e jour après le massacre du site d'atterrissage, une grande force de Worldbearers sous le commandement du chef de guerre Alexis pénétra dans les ravins au nord du sanctuaire de la Ravengard. Alexis avait compris que les fils de Corax restaient une force importante et il était déterminé à les éliminer en menant une infiltration que la Ravengard repéra, laissant les Worldbearers avancer vers un piège. Puis les traîtres furent encerclés et massacrés, mais un seul fut laissé vivant, jeté dans un cratère alors que la pluie tombait depuis un ciel orageux. Là, Corax apparut, s'élevant de toute sa taille et dévoilant la splendeur véritable et terrible de sa colère. Le fils de Lorgar fut écrasé d'un poids surnaturel, se prosternant sur le rocher glissant sous la pluie devant la majesté même du Seigneur Corbeau. Le primarque interrogea le traître, bien que les méthodes, les dires et la méthode d'exécution n'en fût jamais révélée. Peu de temps après, Corax envoya un flot d'ordres, confirmant qu'Angron était le seul primarque renégat qui était resté sur Isvan V et que ses World Eaters représentaient la seule légion encore déployée massivement, les autres n'ayant laissé derrière elle que des contingents limités pour traquer les derniers loyalistes restants. Angron savait que Corax vivait encore, et il avait l'intention de parcourir l'ensemble des failles d'Ilium afin de le combattre, préparant un assaut massif avec les Worldbearers. Le 98e jour après le massacre du site d'atterrissage, les derniers légionnaires de la Ravengard montèrent une dernière fois une crête et regardèrent l'étendue sans fin des plaines salées de Goulard, alors que des dizaines de milliers de World Eaters chargeaient à travers cette terre brisée. À cet instant, Corax ordonna enfin à ses fils de s'arrêter. Les plaines salées de Goulard dans le dos, la Ravengard prit sa position finale, alors que le défi sauvage d'Angron s'élevait au-dessus du régissement de ses légionnaires et que les premiers obus des traîtres frappaient parmi les chars de la Ravengard et leurs escouades, tuant des dizaines de loyalistes.
Corax donna ce que tous pensaient être ses derniers ordres aux derniers membres de sa fière légion. Ici, il s'attendait à enfin mourir avec honneur, se tenant au milieu de tout ça comme dans l'œil d'un cyclone. Ses officiers s'en remettaient à lui et s'inspirant du défi intrépide qu'il adressait aux World Eaters. Piégé au flanc de la montagne balayée par les vents, sa légion demeurerait résolue jusqu'au bout. Puis, un miracle eut lieu. Corax se leva les yeux pour se rendre compte que de nouvelles traînées de condensation de missiles traversaient les cieux et venaient non pas vers lui et ses guerriers, mais de derrière lui. Des aéronefs de la Raven Guard apparurent dans le ciel, tirant avec toutes leurs armes sur les World Eaters sous les yeux d'un Corax incrédule. Les appareils noirs se posèrent au milieu des Raven Guard, frappés de stupeur, et les rampes s'ouvrirent. La méfiance s'installa au début, certains pensant que c'étaient des traîtres déguisés. De plus, depuis son communicateur à l'oreille qui grésillait, Corax ne reconnut pas la voix qui lui parla. Cette voix se présenta comme étant le Praefector Valerius, maître de la cohorte Therion, la fidèle unité de l'armée impériale servant la Raven Guard depuis la Grande Croisade. Valerius expliqua être sous les ordres du commandant Bran, le fidèle compagnon d'armes du Primarque, et qu'il disposait que d'une courte fenêtre d'évacuation. Corax ne parvenait pas à concevoir ce que Valerius lui disait, mais son esprit se focalisait sur un détail, Bran, qui avait été laissé en charge de délivrance. Corax n'envisageait pas la moindre raison qui aurait pu expliquer que Bran se soit trouvé ici à ce moment même dans le système d'Isvan. Ayant intégré ce nouveau développement, Corax comprit que les Raven Guard laissés en garnison sur son monde se trouvaient ici, prêts à évacuer les survivants du massacre. Il contacta Agapito, survivant lui aussi de la boucherie, lui ordonnant de préparer l'évacuation, de prendre les transporteurs et de déguerpir. Une fois tout le monde à bord, les navettes s'élancèrent dans des nuages de fumée et de poussière, aussitôt qu'elles furent pleines pour s'en retourner vers le ou les vaisseaux qui les avaient envoyés. Corax les regarda filer vers les cieux alors que les obus et les missiles renégats se remettaient à tomber sur la position de leur avant-garde. Il regarda au bas de la pente vers les World Eaters en approche et vers Angron, se rendant compte qu'il s'était résigné à mourir ici de la main de son frère dément. Une fin digne. Mais il se voyait l'occasion très infime à vaincre l'Ange Rouge et à débarrasser la galaxie de sa présence perfide. Le Primarque prit enfin le dernier transporteur, le ventre serré de devoir quitter Isvan dans un tel opprobre. Sous les cris de frustration des World Eaters et d'Angron, il s'échappa après 98 jours de guérilla. Corax était venu sur Isvan V avec 80 000 légionnaires. Moins de 3 000 repartaient. À bord de l'aéronef, Corax se jura que ce ne serait pas la dernière fois que les traîtres entendront parler de la Raven Guard. Mais ne pouvant supporter les expressions lugubres de ses guerriers, il partit trouver un bref répit dans les petits passages de jonction menant à une pente douce vers le cockpit, s'appuyant le dos au mur, les jambes calées contre la cloison opposée. Il s'y trouva seul et eut le temps de considérer ce qui s'était produit. Il se rendit compte qu'il avait failli y passer pour de bon, à un souffle de la mort et d'une façon dont jamais il avait encore fait l'expérience entre les mains de Konrad Kurz et d'Angron. Son ouïe surdéveloppée lui permit d'entendre les communications, lui apprenant qu'une barge de bataille des World Eaters se trouvait à proximité du navire de ses sauveurs. Corax s'accabla de reproches pour avoir fui devant Konrad Kurz, se disant qu'il aurait dû se battre et tuer leur gare. Peut-être était-ce pour cela qu'il s'était ensuite résigné à l'idée de mourir des mains d'Angron, de se sacrifier face aux World Eaters, afin d'absoudre la honte de cette faiblesse antérieure. Finalement sorti de l'enfer d'Isvan, le vaisseau de Corax mit le cap vers Terra. Corvus prononça un discours retransmis dans tout le navire, arguant ses hommes à résister, à se battre et à se venger de la trahison de leurs anciens frères dont la perfidie avait mis fin à la Grande Croisade. Il demanda à la Raven Guard de jurer de tuer les traîtres et de porter la lumière de l'Empereur en ces temps de ténèbres. Jurez-le à présent avec moi, mes fils. Jurez de me suivre partout où cette route nous mènera.
Jurer de ne témoigner aucune clémence à ces traîtres. Jurer de les oxyre avec la haine au cœur. Jurer d'exciser ce cancer qu'Horus a nourri dans le sein de l'Imperium. Jurer que vous porterez à nouveau la vérité impériale à cette galaxie. Jurer que nous n'échouerons plus jamais. Arrivé sur Terra, Corax demanda audience avec l'empereur. Il pénétra dans une salle longue de plusieurs centaines de mètres, exposant des vitrines de diverses tailles, chacune contenant un objet datant de plusieurs siècles millénaires, dizaines de millénaires. Puis Malcador apparut, suivi de peu par Rogal Dorn. Les deux frères se rejoignirent et se saisirent le poignet l'un de l'autre. Corax complimenta Dorn pour son travail de fortification. Le prétorien lui annonça qu'il avait envoyé la garde d'honneur de Corax au nouveau quartier de cantonnement, ce qui surprit Corax qui lui demanda s'il pensait qu'il allait rester ici, ce qui semblait être évident pour Rogal Dorn au vu des pertes de leur avant-garde. Dorn expliqua à Corax qu'il avait besoin de tous les guerriers disponibles pour défendre Terra et lui demanda de faire amener ces guerriers qu'il avait renvoyés sur délivrance. Mais Corax voulait voir l'empereur car il ne comprenait pas pourquoi son frère partait du principe qu'il fallait attendre qu'Horus atteigne Terra alors qu'il pouvait organiser une contre-attaque et irrité à l'idée que Dorn espérait qu'il obéirait docilement à ses injonctions. Le seigneur Corbeau considérait qu'une contre-offensive était une option plausible afin de tuer la rébellion dans l'œuf. Mais Dorn lui apprit qu'il n'avait aucune nouvelle des White Scars, des Ultramarines, des Dark Angels et des Blood Angels. Pire, les Space Wolves avaient éradiqué les Thousand Suns et des rapports venant de Prospero, le monde natal de la 15e Légion, indiquaient que Magnus le Rouge et une partie de sa légion étaient parvenus à s'échapper de l'attaque, se ralliant sûrement par vengeance au maître de guerre. Corax tourna les talons pour aller voir l'empereur malgré les suppliques de Malcador lui expliquant que le maître de l'humanité était indisponible. Dorn lui demanda d'être raisonnable, mais Corax éleva le ton au point que la main de Dorn se rapprocha du pommeau de son épée tronçonneuse pendue à sa hanche en guise d'avertissement. Puis une voix ordonna que cessent les disputes. Une voix qui parlait à travers Malcador le sigillite dont les yeux étaient désormais dorés. L'empereur. Corax et Dorn s'agenouillèrent immédiatement tandis que la lumière et la chaleur de l'empereur pénétrèrent les pensées de Corax, le rendant aveugle à tout le reste. Le primarque eut la vision du maître de l'humanité assis sur le trône d'or, revêtu de son armure d'or, la tête penchée et les yeux plissés par une intense concentration tandis que des vagues d'énergie violettes et bleues flottaient au-dessus de sa peau. Un orage miniature jouait autour de son front creusé et une unique goutte de sueur brillante se mettait à courir depuis sa tempe, se décrochant comme une perle dorée du bas de sa joue. La mâchoire de l'empereur était crispée sous l'effort ou la douleur. La scène s'estompa, remplacée par un paysage de lumière qui semblait irréel, formé de cette radiance et de rien d'autre. Au cœur de cet éclat, l'empereur était assis comme il l'avait été auparavant, le trône d'or brûlant d'énergie et un aigle gigantesque sur son dos, fixant Corax avec les yeux rubis de ses deux têtes. L'empereur était calme, ne montrant plus trace de la contraction que Corax avait entreaperçue. Le maître de l'humanité paraissait plongé dans une méditation profonde, immobile, sur son siège doré. Là, Corax demanda à son père ce qu'il voulait qu'il fasse et de lui accorder sa sagesse. Dans cette vision, l'empereur ouvrit les yeux et se leva, son armure se dissipant en volutes de filets d'or pour être remplacée par des robes flottantes, tombant de son corps comme une cascade d'argent. La disparition de son armure paraissant diminuer sa taille, mais pas sa présence. Des particules enflèrent comme de la fumée pour former des marches sans substance qui lui permirent de descendre sans effort, comme un homme aurait descendu les marches d'un perron. Il tendit une main au seigneur Corbeau, son énergie se répandant à travers lui ressoudant ses os brisés, étanchant le flot de son sang et lui soignant les muscles et les organes blessés sur Is 25.
Corax demanda à l'empereur sa permission afin de lancer des attaques contre les traîtres, dans un ultime baroud d'honneur pour lui et ses derniers fils. L'empereur lui expliqua alors qu'il était dans sa nature de se jeter sur ses ennemis et de semer la dévastation parmi eux, mais qu'il n'avait nul besoin que Corax se sacrifie. À la place, le maître de l'humanité accorda un don très précieux à son fils. Il étendit la main et la posa sur la tête de Corax. Et pendant une éternité ou un instant, l'esprit de l'empereur submergea le primarque. Une existence qui avait embrassé plus de 30 millénaires essayant de tenir tout entière dans les pensées de Corax, le consumant de douleur. Un instant, et cette douleur cessa, laissant sur la mémoire de Corax une empreinte, un fragment de ce qui avait précédé, la fraction la plus infime de la personne de l'empereur. Corax se retrouva alors avec les souvenirs de son père sur la création des primarques, et ce en rapport avec celle des légionnes Astartes. Le seigneur Corbeau avait tous les éléments pour mener sa quête pour reconstruire sa légion. L'empereur informa dans le même temps Malcador de rassembler l'assistance nécessaire à Corax pour qu'il puisse récupérer la technologie génétique. Mais le maître de l'humanité mit en garde Corax, car il ne lui avait pas seulement fait le don de ses souvenirs et de cette technologie, mais avait placé sur ses épaules le fardeau de la protéger. Corax possédait le pouvoir de créer des armées comme il l'avait fait jadis, et cette seule raison suffirait à en garder jalousement l'existence, car si Horus mettait la main dessus, il aurait les moyens de libérer une dévastation inimaginable. Corax fit le serment que si leurs ennemis devaient apprendre l'existence de ce savoir, ils le détruiraient, et tout ce qu'il aurait créé avec. Avant de mettre fin au contact avec Corax, l'empereur expliqua qu'il luttait contre les entités du Warp qui envahissaient la toile et que ces créatures menaçaient d'envahir Terra. Par cette révélation, l'empereur confirma alors que Corax était bel et bien le primarque dans lequel il avait toujours eu le plus confiance. Puis il s'entoura d'une aura de lumière dorée qui le souleva jusqu'à l'assise du trône d'or, se remit à grandir en stature, alors que les plaques de son armure s'arrangeaient à leur place et que sa silhouette se trouvait de nouveau enfermé dans l'aégis dorée que Corax avait vue sur tant de champs de bataille. L'empereur ferma les yeux et dans une pulsation qui ébranla toute la chambre, des étincelles s'envolèrent. Son énergie psychique se mit à danser, englobant sa silhouette assise dans une tempête de puissance, disparaissant aux yeux de Corax. Le primarque de la Ravengard revint à lui, allongé sur le sol, Dorn et Malcador penchés au-dessus de lui, sans tout à fait parvenir à croire ce qui venait de se produire. Les souvenirs étaient là, ancrés dans son cerveau comme une crypte de trésors, et il s'accrocha à eux comme une preuve de la volonté de l'empereur. Il remercia son père tandis que Malcador annonça que les préparatifs allaient être entamés. Après la récupération de la technologie génique récupérée sur Terra, Corax et ses guerriers rejoignirent Délivrance et arrivèrent en vue du pic du Corbeau. Là, le primarque commença ses recherches afin de ressusciter la Ravengard. Il envoya le matériel récupéré dans la crypte de l'empereur à la surface de Kiavar, dans un bâtiment secret de la Légion baptisé la Cache du Corbeau, une installation d'entraînement qu'employait la Ravengard pour se livrer à des affrontements simulés au milieu de la dévastation nucléaire, où l'apothicaire en chef, Vincente Six, entama le décodage génétique avec l'aide du magos Nexin Orlandriaz. En parallèle, Marcus Valerius reçut ordre de remonter la cohorte Therion en engageant de nouveaux soldats tandis que les Ravengard tentèrent de rassembler du matériel. Les expériences de Corax sur la technologie génique furent un grand succès qui lui permirent de développer une technologie lui permettant de recréer des Astartes très rapidement. 4 jours après avoir autorisé la première séquence d'implantation sur 10 recrues, le primarque attendit nerveusement le résultat. Finalement, il put voir les jeunes novices dans le corps principal de l'infirmerie de la Cache du Corbeau et fut ravi du résultat. 9 jeunes hommes étaient devenus des Space Marines avec les organes améliorés opérationnels, à part leur carapace noire qui devrait être implantée comme auparavant, puisqu'il s'agit essentiellement d'une interface artificielle. Encore mieux,
L'apothicaire Six lui annonça qu'ils pourront multiplier leur patrimoine génétique comme ils le voudront. Les effectifs ne seront limités que par le nombre de recrues disponibles. Seule ombre au tableau, la 10e recrue était décédée suite à une infime anomalie cardiaque microscopique qui s'était rompue sous la multiplication accélérée des cellules. Malgré cela, Corax s'imagina à la tête d'une légion pléthorique et caressait l'idée de propager cette technologie chez les autres légions loyalistes afin d'écraser en quelques mois Horus. Pour fêter ce succès, il annonça à Bran, commandant de ces nouvelles recrues, qu'il formerait le 4e corps de la Légion, connu sous le nom de Rapace. 6 jours plus tard, alors qu'il continuait d'étudier les données génétiques, Corax apprit d'Euphrenia l'approche de 2 vaisseaux Imperial Fist vers Délivrance, sous le commandement du capitaine Noriz. Le primarque contacta l'officier Imperial Fist qui lui demanda de ne pas ébruiter sa venue, car il lui apportait des messages de la part du Seigneur Dorn et du Sigillite. Le message était en réalité un présent. Des armures Mark VI, le dernier modèle que Mars avait conçu et avec lesquels Corax allait équiper ses nouveaux Space Marines. Reconnaissant, Corax accueillit Norix et ses 150 Imperial Fist. Les rapaces s'apprirent vite à utiliser leurs armures et furent peu à peu organisés en une force combattante opérationnelle. Malheureusement, peu de temps après, la technologie génique de Corax fut volée par l'Alpha Légion, corrompue par des magos du Mechanicum noir et remise en place. Les implantations suivantes sur les novices dégénérèrent d'une façon qu'ils ne pouvaient pas être anticipés. Ils mutèrent horriblement. Mais reconnaissant la loyauté et la bravoure des rapaces désormais mutés, Corax annonça qu'ils se battraient aux côtés de leurs frères et auraient l'honneur de mourir pour l'empereur. Néanmoins, il décréta que la Ravengard se relèverait avec des méthodes traditionnelles et que toute tentative d'expérimenter la source génétique des primarques était vouée à l'échec. Les armures des rapaces furent modifiées pour s'adapter alors à leur difformité. Corax rassembla les restes de sa légion dans la grande salle du pic du Corbeau, le Carnivalis, et fit un discours pour annoncer que malgré les épreuves, les Ravengard allaient se battre contre Horus et entamer une campagne avec les Imperial Fist du capitaine Noriz et les Custodians d'Aractus à leur côté. Suite aux acclamations de ses fils, un petit détachement de Ravengard se présenta devant lui, emmené par le Tech Marine Stradon Binalt, et portait avec eux un large objet drapé dans l'une des bannières noires de la Légion. Pour fêter le nouvel envol du Corbeau, le Tech Marine offrit au primarque un bien qu'il avait construit de ses mains, un paquetage de vol ornementé que Corax avait longtemps cru perdu. 2 nouvelles ailes gracieuses qui se déployaient de part et d'autre. Corax prit le réacteur dorsal à 2 mains et le souleva en s'émerveillant de sa conception. Il baissa les yeux vers Binalt et le remercia d'un sourire. Corvus Corax ne fut pas présent lors de la bataille de Terra qui mit fin à l'hérésie, vit la mort d'Horus et l'incarcération de l'empereur dans le trône d'or. Il avait passé 10 années ininterrompues à mener une guérilla implacable sur les lignes arrières de l'avancée du traître Horus. Un nouvel âge commençait, dans lequel il n'avait pas sa place. Comme toujours, Corax constata que son frère Roboute Guilliman avait été le mieux préparé pour la suite des événements, mais Corax n'avait plus beaucoup de motifs de se battre, car l'espoir fragile avait cédé place au désespoir, puis le nihilisme et la vengeance furent ses compagnons au fil des années suivantes. Il se sentait vide à présent, face à la mort de son père et de la blessure que ses frères félons avaient ouverte. Après l'hérésie, Roboute Guilliman prit de facto la tête des forces armées de l'Imperium. Il imposa son plus grand œuvre, le Codex Astartes, qui instaura la nouvelle division des légions Space Marines en force de moindre envergure, appelée chapitre. Nombreux furent les primarques loyalistes à s'opposer à ce décret, mais Corvus Corax accueillit ce changement avec bienveillance, car il savait que Guilliman était clairvoyant. C'est ainsi que la Ravengard donna naissance à 3 autres chapitres, la Blackguard, les Revealers et les Raptors.
Corax était parvenu à ses fins en parvenant à reconstituer ses forces, certes, mais pas sans en payer le prix. Les rapaces mutants avaient dégénéré au point de devenir des bêtes stupides et violentes, et très vite, les cellules du pic du corbeau situées dans le niveau rouge, un endroit qui avait jadis donné des cauchemars aux habitants de l'Icéus, résonnaient des hurlements des rapaces. C'était ici que Corax avait enfoui sa honte, caché ceux qui étaient tombés trop bas pour connaître une mort digne sur les champs de bataille de la Purge. Alors que l'âge de l'Imperium commençait, Délivrance était presque déserte car il faudrait encore beaucoup d'années pour reconstituer les forces de la Ravengard. Mais Corax faisait confiance à ses successeurs pour s'en charger. Il avait abandonné le commandement et avait averti ses guerriers de ne plus se tourner vers lui pour les guider. Le primarque décréta que nul ne devait découvrir quel était le fardeau que la Légion avait dû accepter pour garantir sa survie. Il prit alors la plus terrible des décisions et décida d'administrer lui-même la paix de l'empereur à chacun de ces malheureux, ses yeux baignés de larmes. Puis il s'enferma dans la plus haute tour du pic du Corbeau pour prier l'empereur de le pardonner pour ce qu'il avait ordonné à ses apothicaires de faire. Personne ne sait s'il reçut l'absolution qu'il demandait, mais 1 an, jour pour jour après son exil dans la tour, Corax en émergea, l'air hagard et sauvage. Il quitta Délivrance le soir même pour une opération dans l'œil de la terreur, et personne ne le revit. Les derniers mots qu'on l'entendit prononcer furent « Jamais plus ». Bien longtemps après sa disparition, Corax était toujours en vie. On ignore où et même quand, mais sur un monde inconnu, des Worldbearers furent un jour attaqués par une noirceur épaisse, comparable à du goudron craché par un puits qui les enroba prestement. Cette noirceur les brisa et était insensible aux bolts et aux autres projectiles. Cette noirceur avait pris une forme humaine, était 2 fois plus grande qu'un Space Marines, avec des ailes faites de ténèbres dans son dos et des griffes comparables à des lances au bout de ses bras. Son corps prit l'apparence d'un blizzard blanc, et 2 yeux noirs comme du charbon apparurent alors que des éclairs obscurs surgissaient des mains de la créature. Terrifié, l'apôtre noir du nom de Marduk et un légionnaire du nom de Kaltahar appelèrent Lorgar à l'aide, à la demande de leur légionnaire terrorisé. Mettant son exil entre parenthèses, Lorgar apparut à travers l'arche d'un portail montrant des images d'une gigantesque citadelle cathédrale. L'Urizen était à présent un prince démon du chaos universel, en exil dans son Templum Inficio, sur le monde démon de Sicarus. Il avait entendu l'appel à l'aide de ses fils et était apparu pour faire face à cette créature des ombres qui se révéla être Corvus Corax. Le seigneur Corbeau avait à présent l'apparence de la matière du warp qui composait les primarques, et utilisant cette forme, il chassait et massacrait les sbires du chaos depuis une éternité. Il refusa l'offre de son frère de rejoindre les dieux sombres, refaisant le serment de purger la galaxie de toute trace de corruption chaotique. Il était venu pour tuer Lorgar, rappelant aux primarques des Worldbearers qu'il n'était plus l'être qu'il était lors de leur duel sur Isvan V. Je suis ce que j'ai toujours été. Je suis la vengeance incarnée, la justice rendue. Ce lieu, au-delà du voile, a révélé ce que nous sommes tous, cachés sous le vernis d'humanité que notre Père nous a fabriqué. Nous sommes le Warp. Les 2 frères ennemis croisèrent le fer, provoquant une onde de choc qui jeta à terre les derniers Worldbearers présents. Corax semblait être un orage gigantesque enveloppé d'un éclair blanc, un nuage formé de multiples corbeaux alors que Lorgar semblait être une boule de feu, une tornade flamboyante avec forme runique. L'Urizen envoya des sillons fulgurants sur la tempête de corbeaux, creusant des sillons bordés de braises à travers la masse dense. Les 2 primarques s'écrasèrent sur les bâtiments autour d'eux, brisant la maçonnerie et incinérant les cadavres des victimes de Corax. Le seigneur Corbeau envoya des coups de griffes qui lacérèrent les robes de Lorgar, qui contraint en lui envoyant un coup de tête dans la poitrine. Corax répliqua négligemment en enfonçant ses griffes dans la gorge du prince démon,
les maintenant enfoncés avant de s'écraser tous deux au sol. Les deux reprirent forme humaine, leur regard affaibli alors que le seigneur Corbeau s'apprêtait à l'achever. Les derniers Wordbearers présents tirèrent sur Corax, offrant à leur regard l'occasion d'invoquer un nimbe de puissance et de lancer un bouclier de force qui souleva le seigneur Corbeau et neutralisa ses ailes dorsales. Corax se retransforma en une nuée de corbeaux avant de se reformer en une seule masse qui se dirigea comme une comète vers l'Urizen qui s'échappa à travers le portail par lequel il était apparu, retournant dans son Templum Inficio. Corax regarda son frère à travers le portail, ne parvenant pas à l'emprunter. Il reprit alors sa forme originale et annonça à Lorgar qu'il avait à présent son odeur et qu'il le retrouverait et le détruirait. Lorgar repartit dans son isolement, inquiet, tandis que Corax disparut. Alors que la grande faille divise la galaxie en deux depuis la chute de Cadia, que le chaos envahit la galaxie et que l'Imperium est au bord du gouffre, qui sait si Corax reviendra honorer son serment pour débarrasser l'univers du chaos à jamais, afin que jamais plus il n'apporte souffrance et corruption? Qui sait? Corax. J'ai longtemps hésité, et pour être tout à fait honnête, je voulais faire quelque chose de différent, de plus personnel pour celui que je considère comme mon génocide. Alors non, ce ne fut pas comme pour les autres primarques. Parce que mon primarque mérite un travail à la hauteur de la complexité de son personnage. Si l'on ne pouvait retenir de Corvus Corax que son talent pour la discrétion et sa mélancolie, on passerait complètement à côté de ce qui fait l'essence même du père de la Ravengard, le maître des ombres, le libérateur, le primarque qui avait la pleine confiance de l'empereur.